Le sujet abordé concerne la question de la réussite et du rapport au travail. L'orateur souligne que la notion de réussite a évolué et est influencée par le regard de la société. Il explique qu'il faut parfois déconstruire les mécanismes enseignés par l'école et le système qui nous poussent à toujours faire plus. Il met en avant l'importance de savoir prendre du temps pour soi, sans nécessairement chercher à gagner de l'argent ou à obtenir une position sociale élevée. Cependant, il précise que cette démarche peut être mal vécue et influencée par notre environnement. Enfin, il évoque l'importance de travailler de manière adaptée à sa personnalité. Le conférencier soulève le rôle prépondérant des réseaux sociaux et d'Internet lorsqu'on est indépendant et qu'on cherche à développer son activité. Il mentionne le cercle vicieux dans lequel on se retrouve lorsqu'on recherche la réussite à travers des indicateurs tels que le nombre de followers ou de vues. Ce système est alimenté par la dopamine et nous pousse à poursuivre des objectifs semblables à ceux d'un casino. Il propose ensuite une réflexion sur la signification de la réussite pour chacun. Selon lui, les piliers essentiels de la réussite sont l'équilibre de vie, le mode de vie, les relations affectives, la qualité de vie et le sens qu'on trouve dans nos activités. Il met en avant l'importance de considérer la qualité de vie plutôt que la richesse matérielle lorsque l'on définit notre propre réussite. Il mentionne également la vision à long terme et la nécessité de définir le mode de vie que l'on souhaite atteindre. Il conseille de consacrer au moins 1 heure par jour à travailler dans cette direction, afin d'investir dans notre futur et notre idéal de vie. La personne explique que si vous êtes salarié et heureux dans votre travail, cela vous permet de gagner confortablement votre vie. Cependant, il est important d'investir dans votre avenir, que ce soit en finance, immobilier ou toute autre chose qui sécurise votre avenir financier ou affectif. Cela s'applique à toutes les professions, qu'il s'agisse d'un emploi de survie ou d'une carrière épanouissante. La personne encourage à consacrer du temps chaque jour pour apprendre de nouvelles compétences qui pourraient être utiles pour évoluer professionnellement ou devenir indépendant. Elle souligne également l'importance de réinventer sa réussite en sortant du matérialisme et en se projetant dans l'avenir à moyen ou long terme, tout en ayant un équilibre de vie satisfaisant sur le plan social et affectif. Chacun doit personnaliser sa définition de la réussite en prenant en compte ses propres limites et en travaillant sur son rapport à l'argent, au temps, au travail et à la paresse. Par ailleurs, elle souligne que la plupart des gens ne cherchent pas du travail, mais de l'argent, et propose de réfléchir à des solutions pour gagner plus d'argent tout en travaillant moins. Le mode de vie actuel nous pousse à travailler dur pour payer les factures et survivre. Cependant, il est important d'investir du temps chaque jour dans l'apprentissage de nouvelles compétences qui pourraient avoir un impact financier. Peu de gens le font réellement, car cela demande de l'engagement et du sacrifice. Il est essentiel de changer notre mentalité et de considérer le travail comme quelque chose qui nous sert et non comme de l'esclavage. L'éloge de la paresse consiste à utiliser notre temps de manière efficace et à rediriger l'énergie de la paresse vers des activités productives et profitables. Il est également important d'apprendre à apprendre efficacement et à être productif. Les compétences essentielles incluent la communication, le marketing, l'écriture et l'optimisation de la productivité. Adopter cette philosophie de vie nous permettra d'être plus libres et de consacrer notre temps à ce qui nous tient vraiment à cœur. On ne doit pas confondre ne rien faire avec du temps libre. Ne rien faire consiste à se divertir en regardant Netflix, tandis que du temps libre signifie avoir du temps pour les personnes et les activités qui nous intéressent et passionnent. Cependant, il faut faire attention car lorsque notre passion devient un métier, elle est mêlée à des contraintes telles que trouver des clients, gérer les aspects administratifs, etc. Il y a une différence entre aimer jouer du piano et enseigner le piano à des enfants toute la journée. Il faut donc être conscient de ces contraintes. Pour ma part, je suis conscient que je ne suis pas un gros travailleur, mais j'ai réussi à optimiser ma passion en l'associant à mes mécanismes et valeurs personnelles. Par exemple, je m'intéresse à l'éducation canine parce que j'aime apprendre et comprendre, et je veux que les chiens soient bien éduqués et heureux. Je peux donc consacrer du temps à cela sans que cela devienne une contrainte. Il est important de trouver un équilibre entre passion et contrainte, et de connaître nos motivations profondes pour savoir ce qui nous fait plaisir au quotidien, indépendamment du contenu de nos activités. Le travail que je fais aujourd'hui peut être un peu routinier et moins stimulant. Je cherche toujours à apprendre et à découvrir de nouvelles choses, car cela est essentiel pour moi. Je suis conscient des inconvénients liés à mon approche, notamment en ce qui concerne ma difficulté à rester fidèle à une seule activité sur le long terme. Cependant,
j'encourage les autres à suivre leurs propres intérêts et à apprendre des choses qui les aideront à évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle. J'enseigne et je partage ce que j'ai appris, en espérant que cela puisse aider les autres à changer et à se développer. Par exemple, si quelqu'un travaille comme caissier chez Carrefour mais qu'il souhaite faire autre chose et devenir indépendant, je l'encouragerai à travailler pendant 1 an ou 2 pour acquérir de nouvelles compétences avant de se lancer dans cette nouvelle voie. Je suis convaincu que l'énéagramme peut être un outil précieux pour mieux se connaître, mais il importe de ne pas le confondre avec les formations superficielles proposées en entreprise. Trouver son type en énéagramme demande un véritable travail d'exploration personnelle qui peut prendre du temps. Mon objectif est d'utiliser mes motivations intrinsèques pour garder l'énergie et faire les choses qui comptent vraiment pour moi. Je pense que chacun devrait définir son mode de vie idéal et calculer le coût nécessaire pour y parvenir. La plupart du temps, ce coût n'est pas aussi élevé qu'on le pense et peut être atteint en gagnant un revenu annuel d'environ 100 à 120 000 euros. En conclusion, je crois qu'il est important de suivre ses propres passions et besoins, tout en étant conscient des obstacles qui se présentent. L'intervenant aborde différents sujets liés à l'argent et à l'efficacité au travail. Il souligne que les revenus varient en fonction du nombre d'enfants et que l'argent ne devrait pas être un critère de jugement de réussite. Il critique également le formatage de la société qui impose des limites financières basées sur le salaire minimum. Il propose d'explorer sa propre motivation et sa relation à l'argent avant de pouvoir progresser. Il met également en avant l'importance de l'efficacité et de la productivité dans le travail, en recommandant l'hyperfocus, c'est-à-dire se concentrer sur un seul sujet pendant une période donnée, sans distraction. Il suggère également d'aménager un environnement de travail propice à la concentration. Enfin, il évoque la méthode de Deep Work et souligne ses avantages en termes d'efficacité, de réduction du stress et de satisfaction au travail. Il conclut en proposant d'autres sujets à aborder dans un prochain live. L'apprentissage efficace nécessite de prendre des notes et de retransmettre les informations apprises à quelqu'un d'autre. Cela permet de mieux comprendre et de retenir les principes essentiels, tout en évitant de se perdre dans les détails peu importants. Il est également important de trier les informations et de prendre des décisions efficaces en évitant de se laisser guider par l'espoir ou la peur. Par ailleurs, il est nécessaire de revoir notre manière de lire les livres, en privilégiant les chapitres pertinents et en évitant de s'enfuir dans des paragraphes inutiles. Enfin, pour se faire connaître et progresser dans un domaine, partager ce que l'on apprend en public peut être une bonne stratégie. Dans cette discussion, il est souligné que lorsqu'on commence à lire, on avance plus lentement car on lit mot par mot dans sa tête. Cependant, en développant une méthode de lecture sélective et en se concentrant sur ce qui nous intéresse et ce que l'on ne sait pas déjà, on peut avancer plus rapidement et faire le tri dans l'information. L'idée est donc de rechercher les informations qui nous manquent dans notre stock de connaissances afin d'approfondir nos lectures. Il est également mentionné que chacun doit trouver sa propre méthode de tri et sélectionner les informations qui sont pertinentes pour lui. Il est souligné qu'il n'est pas nécessaire de suivre des méthodes d'apprentissage rigides, comme à l'école, mais plutôt de trouver des moyens efficaces et adaptés à ses propres besoins. Cela peut inclure la lecture en accéléré ou la recherche d'informations spécifiques dans un livre. Il est également noté que l'ego et le formatage scolaire peuvent parfois limiter notre apprentissage. Enfin, il est mentionné qu'il est important d'avoir confiance en ses propres connaissances et compétences et de ne pas repartir de zéro à chaque nouvelle lecture ou apprentissage. Dans cette discussion, l'auteur souligne l'importance de s'informer et d'apprendre de manière efficace. Il mentionne avoir lu de nombreux livres sur la thérapie et l'accompagnement dans le but d'améliorer ses compétences professionnelles. Cependant, il remet en question l'idée de suivre des méthodes d'apprentissage traditionnelles, telles que les stages en présentiel, qu'il trouve trop lents et peu adaptés à ses besoins. Il préfère s'informer à travers la lecture de livres et le visionnage de vidéos, ce qui lui permet de progresser plus rapidement et de manière autonome. Il encourage également à se fixer des contraintes dans l'apprentissage, comme lire un livre en 1 heure et le résumer en 10 minutes, afin de développer la concentration et l'efficacité. Enfin, il souligne l'importance de trouver des sources d'apprentissage qui correspondent à nos intérêts et motivations, afin de maintenir notre attention et notre engagement. Dans cette synthèse, l'auteur affirme que les troubles de concentration ne sont pas aussi fréquents que ce que l'on pense. Selon lui, le manque de concentration est davantage lié à un manque de motivation, de passion ou d'intérêt pour une activité donnée. Il compare cette situation à celle de l'éducation canine, où il faut trouver ce qui motive réellement le chien.
Au-delà de la nourriture. Il explique que pour retrouver sa concentration, il faut comprendre ce qui nous passionne et nous motive, et s'appuyer sur des mécanismes psychologiques pour atteindre nos objectifs. En revanche, si le manque de concentration persiste malgré ses efforts, il recommande d'explorer davantage le contexte de vie de la personne concernée et de rechercher des solutions adaptées. Il donne comme exemple personnel le fait de lire dans les toilettes pour trouver du temps pour lire, mais précise que chacun a ses propres moyens de retrouver sa concentration. Dans cette discussion, il est question du manque d'intérêt pour la lecture et de la difficulté à se concentrer sur un livre. L'utilisation excessive des réseaux sociaux est évoquée, ainsi que l'importance de faire une pause et de se sevrer de ces plateformes pour améliorer sa concentration et son attention. L'expérience d'une retraite sans réseaux sociaux est partagée, où la personne a lu un livre par jour. Il est également mentionné un documentaire sur les bonobos qui montre leur capacité à copier mais aussi la différence majeure avec les humains, la capacité d'enseigner et d'expliquer. Cela fait réfléchir sur les attentes envers les enfants et l'importance de l'éducation. Lorsqu'on est enfant, on a la capacité d'enseigner et d'indiquer quelque chose à nos congénères, ce qui est rarement observé chez les singes. Les humains ont une capacité de croyance qui leur est propre et qui ne se retrouve pas chez les animaux. Cela est lié à notre apprentissage. Les singes ne savent pas enseigner car ils ne sont pas capables de réapprendre à chaque fois. Il est donc important pour nous d'apprendre comment apprendre pour gagner du temps. Il existe des biais cognitifs qui déforment notre perception et notre compréhension du monde. Il est recommandé de se renseigner sur ce sujet en écoutant des podcasts ou en lisant des livres, comme ceux d'Albert Mougeot ou de Daniel Calmont. En français, il y a également des ressources en ligne comme Wikipédia qui expliquent ces biais de manière détaillée. Concernant la dopamine, il existe des podcasts en anglais, notamment celui de Huberman, un neuroscientifique, qui aborde des sujets complexes comme les mécanismes de la dopamine. Pour déconditionner un chien, il est possible de le faire à tout âge, mais il faut du temps et de la patience. Parfois, il est préférable d'accepter et d'intégrer nos conditionnements plutôt que de passer notre vie à essayer de les changer, ce qui peut affecter notre estime de soi et notre confiance en nous. L'auteur parle de l'éducation canine et de son influence sur sa perspective sur les enfants et l'éducation en général. Il mentionne également son stage en déménagement et les changements pédagogiques auxquels il s'attend en raison de l'apprentissage sur les conditionnements positifs et les punitions. Il souligne l'importance de comprendre les mécanismes d'apprentissage et d'ancrage, qui peuvent être mieux compris à travers l'éducation canine. Il explique que certains comportements ne peuvent pas être expliqués ou déconditionnés facilement chez les humains, tout comme chez les chiens. Il souligne la difficulté de déconditionner certains comportements et souligne que cela prend du temps et de la patience. Il aborde ensuite la question du marketing par l'absence, expliquant qu'il s'agit de trouver un moyen d'optimiser les revenus en travaillant moins. Il mentionne différentes options pour atteindre cela. Est-ce que les revenus passifs, la facturation plus élevée ou le travail en groupe? Il souligne que la décision dépend du mode de vie préféré et des préférences individuelles. Le texte parle de différentes perspectives sur le travail et la vie. Certaines personnes sont faites pour être salariées et aiment travailler en équipe, tandis que d'autres préfèrent être entrepreneurs et construire leur propre équipe. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle pour éviter de sacrifier sa vie au travail. Certains se retrouvent prisonniers d'un cercle vicieux où ils pensent que le travail comble tous leurs besoins, mais finissent par manquer d'épanouissement personnel. Il est également crucial de connaître ses propres limites et de ne pas se laisser emporter par l'argent ou la réussite professionnelle au détriment de sa santé mentale. L'apprentissage et l'expérience sont des moyens importants de changer et de grandir. Enfin, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les revenus et les limites financières, car la croissance d'une entreprise peut également apporter de nouveaux problèmes. Dans cette discussion, l'interlocuteur évoque le fait qu'il est important de se connaître soi-même pour réussir dans la vie. Il reconnaît que l'argent peut causer des problèmes et que chacun a ses propres préférences de mode de vie. Il souligne qu'il préfère gagner moins et rester seul plutôt que de gagner plus et devoir gérer une équipe. Il explique que cela dépend de la personnalité de chacun et que cela peut évoluer avec le temps. Il mentionne également qu'il est difficile de se connaître soi-même car les gens ont souvent une perception biaisée d'eux-mêmes. Il suggère de se concentrer sur le présent et d'observer comment nous interagissons avec les autres et gérons notre environnement pour mieux se comprendre. Enfin, il souligne l'importance de l'attitude et de l'énergie que nous dégageons dans nos actions. La personne parle de son expérience de
développement personnel et de l'importance de la façon dont nous nous traitons dans notre vie quotidienne. Elle évoque le fait d'avoir changé sa philosophie de vie, en cherchant à se dépasser et à observer ceux qui ont la même énergie mais qui ne l'utilisent pas de manière efficace. Elle souligne également l'importance de se traiter de la manière qui correspond à nos mécanismes et à nos motivations. Elle aborde aussi la façon dont on traite les autres, en soulignant l'importance de se connaître soi-même et de comprendre pourquoi on réagit de certaines manières. Elle parle également des excuses que les gens se trouvent pour justifier leur mauvais comportement envers les autres. Elle termine en évoquant l'importance de la communication humaine et de la compréhension des autres. L'intervenant explique que traquer un chien peut faire mal, tout comme traquer les médias sur son attitude. Il considère que cela peut avoir un aspect thérapeutique dans de nombreux domaines. Il mentionne ensuite le concept d'éducation humaine par le chien, qui consiste à utiliser l'éducation canine pour aider les humains à se comporter de manière appropriée. Selon lui, la plupart des problèmes de comportement chez les chiens sont causés par leur maître. Il mentionne également certains clichés et croyances débiles sur l'éducation des chiens. Il estime qu'il faut leur donner de l'amour sans se poser de questions. Il souligne sa capacité à lire rapidement le comportement des gens envers leurs chiens et raconte une anecdote sur sa voisine qui se comporte de manière hyper protectrice avec son chien. Il mentionne qu'il gère ses chiens en étant vigilant mais leur permet d'être autonome. Il fait référence au livre de son interlocuteur et conclut en disant qu'il doit aller aux toilettes et qu'il mettra des liens en rapport avec la conversation. Il remercie son interlocuteur d'être venu.